Bonjour, je m'appelle Corentin Barbier. Et moi, je m'appelle Faustine Akoto. Nous sommes tous les deux des élèves du collège de Saint-Jean-de-Soudain et nous allons vous présenter notre projet Ocean Protect. Ce projet est un EPI qui concerne toutes les classes de 4e du collège. Nous avons travaillé dessus dans de nombreuses matières comme le français, la SVT, la physique, l'histoire géo et bien d'autres. Nous avons réalisé de nombreux projets comme des expériences et des observations. Au cours des activités réalisées, la question qui revenait le plus était « Mais quels sont les impacts des activités humaines sur les océans ?» Premier point, le plastique. On le trouve de partout, dans le sable avec des larmes de sirène, mais aussi dans les poissons et l'océan avec les microplastiques que nous ne voyons pas forcément. Toute cette accumulation a formé un 7e continent qui se trouve entre l'Asie et l'Amérique. Nous avons la photo d'un projet réalisé en art plastique qui était de faire un aquarium pollué. Nous avons aussi l'itinéraire d'une paille en plastique. Dans l'océan, la paille se dégrade en microplastiques, puis se mélange avec d'autres déchets. Certains de ces microplastiques se retrouvent dans les poissons que nous mangeons, et cela n'est pas du tout bon pour notre santé. Nous avons aussi de la science participative avec plastique à la loupe. Donc, plusieurs classes de 4e ont effectué des prélèvements sur du sable dans la rivière à côté de notre collège. Nous avons envoyé les prélèvements à un laboratoire, puis nous sommes allés chercher les résultats et nous avons pu voir qu'il y a eu énormément de microplastiques retrouvés dans la rivière de la Bourbre. Quels sont les impacts des activités humaines sur les océans? Le deuxième point est le réchauffement. D'après les experts, il pourrait y avoir une forte augmentation de la température moyenne de 5 degrés en 2100, ce qui est bien sûr le pire scénario, mais c'est à cause des fortes émissions de CO2. Nous avons la carte de la France avec ses émissions de gaz à effet de serre des communes rapportées à leur surface. Donc nous voyons bien la délimitation des autoroutes en rouge qui équivaut à entre 1000 et 10 000 tonnes de CO2 par kilomètre carré. Et dans plusieurs grandes villes comme à Lille, à Paris ou à Lyon, il y a plus de 100 000 tonnes de CO2. La montée des eaux est une conséquence du réchauffement climatique. Il est dû à la fonte des glaciers, ce qui provoque des inondations sur les îles et les archipels, obligeant les habitants à fuir leur habitat. Quels sont les impacts des activités humaines sur l'océan? Le troisième point est l'acidification des océans. Pour savoir si le CO2 avait un réel impact sur cette acidification, nous avons réalisé une expérience. Dans un récipient, nous avons mis de l'eau salée, nous avons mesuré son pH, il était à 7,28. Puis dans un autre récipient, nous avons mis du CO2 et nous les avons reliés par un tuyau. Nous avons attendu plusieurs minutes et nous avons remesuré le pH. Il était à 7,06. Nous avons donc la preuve que le CO2 est un réel impact sur l'acidification des océans. Nous avons également adopté un flotteur que nous avons appelé Protect Our Ocean. Il se trouve actuellement dans l'océan Pacifique. Grâce à lui, nous avons de nombreux relevés sur la température et le pH des océans. Nous avons effectué plusieurs relevés du pH des océans lors de la mise à l'eau du flotteur et un pH un peu plus récent. Nous avons comparé et nous avons pu voir que dans tous les océans du monde, l'eau s'est acidifiée. Nous avons fait une autre expérience où nous avons pris une moule et l'avons mis dans une eau à un pH 6, ce qui est acide. Après quelques heures, nous avons retrouvé la moule toute molle et sa défense ne servait plus à rien. Dans quelques jours, 2 classes de 4e auront la chance de partir dans le sud de la France, Donc nous débuterons le voyage sur le glacier de la Grave où nous rencontrerons un glaciologue qui nous en apprendra davantage sur ce glacier. Ensuite, nous passerons une journée au laboratoire de recherche de Villefranche-sur-Mer avec lequel nous avons réalisé de nombreuses visios pour en parler plus du projet. Pour finir, nous irons au Salin d'Aigues Mortes où est récoltée une algue rose. Mais je laisse mes collègues de 3e en parler davantage. Donc bonjour, nous on a voulu poursuivre ce projet dans un club science que nous avons nommé Captal. Dans notre équipe il y a Julien, Méline, Alexis, moi je m'appelle Melinda et voici Sam.
Donc, comme je le disais, nous avons voulu poursuivre ce projet dans ce club, qui est notre problématique, c'est comment peut-on capter les émissions de CO2, de dioxyde de carbone des villes grâce aux algues. Cette algue, on l'a trouvée pendant ce voyage qu'on a effectué l'année dernière. Donc, c'est une algue rose, la Dunaliella salina. Elle peut aussi être utilisée comme cosmétique ou comme complément alimentaire. D'abord, nous avons cherché à savoir d'où venait cette couleur. Donc, nous avons demandé à Yves Gimbert, directeur CNRS du laboratoire de chimie moléculaire de Grenoble, de nous aider. Avec son équipe, ils ont fait une analyse de notre algue avec un spectromètre de masse. Et ils ont trouvé que notre algue contenait des caroténoïdes, ce qui fait donc la couleur. Nous avons aussi posé nos questions à Magali Caldeira, qui est co-créatrice de la marque Eclaé, qui fait justement des cosmétiques grâce à cette algue-là. Nous lui avons demandé quelles sont les propriétés de cette algue. Elle nous a dit que l'algue avait un côté antioxydant et hydratant. Nous lui avons après demandé quelles sont les conditions de culture de l'algue. Il faut que les algues soient dans l'eau aux alentours de 20 degrés. Il faut environ 350 grammes de sel par litre. Il faut de la lumière et du CO2. Tout d'abord, nous avons cherché à savoir si la Dunaliella salina se multipliait plus rapidement en présence de CO2 ou non. Donc pour cela, nous avons fait une culture témoin et une culture dans des conditions identiques, mais avec de l'apport en CO2. Nous avons d'abord compté avec une lame de comptage Cova, mais cette méthode est trop longue et fastidieuse. Donc nous avons demandé au lycée Élie Carton de nous aider à réaliser nos mesures grâce à l'aide de la spectrophotométrie. La spectrophotométrie sert à calculer l'absorbance en fonction du nombre d'individus par microlitre. Donc nous avons réalisé un graphique, comme on peut le voir, est presque proportionnel. Plus nous avons d'absorbance, plus nous aurons de concentration d'individus par microlitre. Nous y avons mis notre témoin qui a atteint 0,05 concentration par microlitre, et nous y avons mis notre test avec du CO2 qui a atteint 0,08 en concentration par microlitre. On peut donc en déduire que si on met du CO2, il y aura plus d'individus par microlitre que si on n'en met pas. Pour cela, nous avons réfléchi à un prototype, donc le voici. Il est constitué d'un tube de culture en verre. Sur cette paroi, il y a de l'aluminium pour faire la partie réfléchissante et pouvoir garder la chaleur pendant les jours ensoleillés. En dessous, nous avons une résistance chauffante pour garder notre eau à une température d'environ 20 degrés. Et à l'aide d'une imprimante 3D, nous avons fabriqué ce petit capuchon qui permet l'apport en CO2 tout en protégeant l'entrée du tube. Aussi, nous avons réalisé un schéma pour pouvoir réfléchir à comment l'implanter en ville. Donc, ce schéma, le voici. Nous avons surélevé la partie avec les algues pour la protéger d'un minimum des dégâts. Et aussi, il y aura une deuxième fonctionnalité, ça sera l'utiliser comme lampadaire pour pouvoir faciliter l'implantation dans les villes. Nous avons aussi commencé à réaliser un livre qui c'est l'histoire pour la communication plus jeune justement de l'acidification des océans. C'est l'histoire de Dolphy, le dauphin, comme vous le voyez à l'écran ou ici. C'est son meilleur ami Molo, qui est une moule, est touché par une bulle de CO2 et qui tombe du coup gravement malade, sa coquille ramollit et devient blanche. Du coup, il décide de partir à l'aventure pour chercher un moyen de soigner justement Molo. Le script et les dessins sont encore en cours et nous continuons à travailler dessus en ce moment. Pour le prototype, on aimerait aussi une amélioration sur les régulateurs de température et pouvoir aussi utiliser les énergies renouvelables. Et pour le livre, on voudrait le présenter au public en le mettant dans les médiathèques aux alentours de chez nous. Nous remercions nos partenaires, Yves Gimbert, directeur CNRS, Rodolphe Guéret du DCM, Laure Faure, également du DCM, et Magali Caldeira de Eclaé. Merci de nous avoir écoutés. Effectivement, on peut les applaudir.
le collège Les Dauphins. Et alors, j'ai vu que vous aviez cité le GIEC, bien évidemment. Jean Jouzel sera présent à l'issue de ce concours pour vous remettre votre prix ainsi que le chèque de 500 €, en tout cas à l'équipe gagnante. Est-ce qu'on a des questions parmi le jury ou pas? Loïc Roosevelt. Bonjour à vous. Une question pour tester vos connaissances. Au début de la présentation, vous avez parlé d'une des conséquences du changement climatique, du réchauffement. C'était la montée des températures des océans. Est-ce que vous savez ce que ça peut provoquer, une augmentation de la température des océans, même de 1 degré par exemple? Oui, ça peut augmenter le volume de l'océan. Pas que. Alors, pour la petite histoire, il suffit que, par exemple, l'océan augmente d'1 degré seulement. De ce fait, les cyclones, ou encore les typhons ou les ouragans seront plus puissants. Et donc, par conséquence, il y aura des phénomènes météo intenses et des catastrophes météo derrière. Juste 1 petit degré en plus sur un océan, ça fait que nous avons un ouragan, un cyclone ou un typhon bien plus fort avec d'importantes inondations, comme vous pouvez le voir, ou des maisons qui s'envolent, par exemple aux États-Unis. On peut parler des ouragans Irma ces dernières années. Voilà, 1 petit degré seulement, donc ça, c'est très important. Dernière précision, un ouragan, un cyclone et un typhon, ça veut exactement dire la même chose. C'est tout simplement, c'est la dénomination en fonction de l'endroit géographique dans le monde. Pour les pays asiatiques, on parle de typhon, par exemple, et d'ouragan pour ce qui est des États-Unis. Voilà. Donc, pas seulement. Donc, 1 degré seulement d'augmentation pour les océans, ça peut avoir des conditions catastrophiques. J'ai une petite question. Oui, juste une petite question. À un moment donné, vous avez parlé que vous aviez adopté un flotteur. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce système d'adoption du flotteur? Adopter un flotteur, c'est en mettre un dans une zone pour l'eau, pour pouvoir prendre les mesures, par exemple pour le pH, l'acidité ou d'autres choses. J'en ai pas en mémoire. Je sais pas. J'en ai pas pour l'instant encore en mémoire parce que nous l'avons fait l'année dernière. Donc j'ai pas vraiment la mémoire bonne, mais ça permet de ça. Il y en a dans tous les océans du monde. Alors peut-être juste une dernière question. Je trouve que vous avez fait un travail énorme en volume, mais sur les aspects physico-chimiques, vraiment les caractéristiques de l'océan, ses menaces aussi. On le voit pas forcément là, mais vous avez rendu un dossier très complet, très poussé sur tous les aspects de cet océan. Pour faire tout ce travail, c'est le fruit des travaux sur cette année passée ou sur plusieurs années, parce que c'est juste énorme. Hein. Nous deux, nous avons commencé l'année dernière dans ce club science, donc il a commencé l'année dernière et ils nous ont rejoints cette année. Oh bah, beaucoup de travail en un an. Hein. Merci. Il y a une question. Donc, pour prolonger la question de mon collègue, combien vous êtes au sein de votre établissement à travailler sur ces projets-là? Pour le club science, nous sommes 5, comme je l'ai montré tout à l'heure, et 154e. Après, il y a toutes les classes de 4e qui font Ocean Protect. D'accord, merci. Merci beaucoup. C'était donc le collège Les Dauphins avec Ocean Protect. Voilà, on peut les applaudir.